Comme de nombreux jeux désormais considérés comme des classiques du médium, Dark Souls a enfin eu droit à sa version remastered. Et si pour notre exerve national c'est probablement une raison suffisante pour se lancer dans une 458e run du jeu, pour d'autres joueurs, ce sera peut-être l'occasion de découvrir enfin le titre qui a imposé le talent de From Software à la face du monde, et de juger par eux-mêmes de sa supposée difficulté qui fait encore tant jaser. Par contre, ce qui risque de les surprendre, puisque là personne n'en parle tant que ça, c'est que pour traverser le jeu, jamais aucune carte ne les aidera. Malgré le fait que son level design reprenne les codes des Metroidvania, Dark Souls laisse de côté une de leurs caractéristiques principales, cette fameuse map qu'on découvre et renseigne au fur et à mesure que l'on progresse. Et 7 ans plus tard, il continue de faire figure d'exception parmi les nombreux descendants du genre. Du coup, aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qui fait que dans Dark Souls, on n'a pas besoin de map pour aller jusqu'au bout du jeu. Comment les développeurs de From Software se sont démerdés pour qu'on puisse s'y retrouver dans leur monde a priori hyper labyrinthique sans jamais pouvoir se repérer sur un plan. Et au passage, en quoi cela a pu participer à faire de Dark Souls la référence qu'il est aujourd'hui. C'est parti pour un nouvel épisode de Loop, garanti sans trace de Git Good. Avant de se lancer dans le monde merveilleux de Lord Run, il me semble judicieux de revenir un peu sur le Metroidvania et sur ce que ce mot valise transporte avec lui. Parce que si tout le monde sait que c'est la contraction entre Metroid et Castlevania, derrière, c'est pas forcément évident de résumer précisément la chose tant elle a évolué depuis les titres qui l'ont vraiment établi. Pour moi, le concept tient sur plusieurs principes fondamentaux et liés entre eux. D'abord, c'est un level design interconnecté qui fait que l'ensemble du monde du jeu se tient d'un seul bloc. Il est subdivisé en différentes zones, elles-mêmes subdivisées en différentes salles, et le tout va former une figure labyrinthique plus ou moins étalée. Ensuite, c'est une progression mécanique qui va se reposer sur la découverte de nouveaux items ou pouvoirs qui vont ouvrir de nouvelles possibilités d'exploration. Un double saut, un grappin, un dash ou la classique Morph Ball, ces nouvelles compétences nous permettent d'emprunter des chemins inaccessibles auparavant. Ces deux premiers principes se lient par le code caractéristique du Metroidvania, le fameux backtracking, c'est-à-dire le fait de revenir constamment sur ses pas, de faire des allers-retours entre les différentes zones du jeu pour justement trouver ou utiliser ses pouvoirs ou items et aller plus loin. Enfin, le dernier principe, qui justifie d'ailleurs le Vania en témoignant de l'apport de Symphony of the Night à la chose, c'est la présence d'un système façon RPG. En gros, des stats, de l'XP, la possibilité de se faire une sorte de build de personnage, etc. La progression n'est pas seulement mécanique. Voilà donc les trois grands principes qui font un Metroidvania. Comme ça, si vous voulez aller débattre sur internet avec des inconnus pour savoir si tel ou tel jeu est un vrai Metroidvania, vous avez de quoi faire. Mais ce qui nous intéresse nous aujourd'hui dans le Metroidvania, c'est la carte des lieux qui a une importance toute particulière dans ce type d'expérience. À part dans les deux premiers Metroid qui n'en avaient pas, elle a toujours fait partie intégrante du design des titres plus complexes qui ont suivi. Puisque non seulement elle représente notre progression spatiale au sein du jeu, mais surtout, elle nous permet de savoir où on peut aller et où il faut éventuellement revenir au fur et à mesure qu'on débloque des capacités ou qu'on devient plus fort. Et personnellement, dans tous les Metroidvania auxquels j'ai joué, je vois pas trop comment j'aurais pu faire sans. D'ailleurs, le récent et excellent Hollow Knight illustre très bien la chose. C'est un vaste Metroidvania avec de nombreuses zones, avec des salles très variées, pas mal de pouvoirs à débloquer tout au long de l'aventure et on y fait beaucoup d'allers-retours. Mais pour découvrir la carte et la renseigner, il faut d'abord dans chaque nouvelle zone trouver le cartographe pour lui acheter le tracé de la dite zone. Et si dans les premières heures de jeu on le trouve assez facilement, après il lui arrive de vraiment se planquer et nous d'errer donc assez longtemps sans le trouver, ce qui fait qu'on éprouve un véritable soulagement quand on finit enfin par le repérer et qu'on obtient cette foutue carte. Les designers du jeu ont très bien compris à quel point la map était vitale à l'expérience et ils créent justement de la tension en ne nous la donnant pas automatiquement. Et ils vont même plus loin puisque pour avoir sa position sur la carte, il faut en plus prendre un charme particulier qui consomme de la place dans notre palette disponible. On peut choisir de faire sans et du coup privilégier d'autres compétences, mais ça rajoute une difficulté dans l'exploration. Maintenant, revenons un peu à Dark Souls. Dans son level design comme dans sa progression, le jeu d'Hidetaka Miyazaki est également structuré à la façon d'un Metroidvania. Il y a de nombreuses zones bien distinctes, le sanctuaire de Lich-Feu, la paroisse des morts-vivants, les profondeurs, le fameux hameau du crépuscule, la forêt de Noir-Souche, etc. Et elles sont toutes reliées entre elles physiquement, à part un point de téléport pour aller à Norlando. Pour ce qui est de l'avancée dans le jeu, l'exploration de l'espace diffère un peu d'un Metroid puisqu'il n'y a pas de pouvoir ou de capacité qui permettent d'accéder à de nouveaux chemins. En revanche, le jeu se repose bien sur des portes et des clés pour les ouvrir, et comme en contrôlant Samus, c'est bien souvent après un boss ou un passage tendax qu'on trouvera de quoi nous ouvrir la voie, et forcément, on sera amené à faire un bon paquet d'allers-retours pour atteindre nos objectifs. Mais comme je le disais en début d'émission, il n'y a pas de carte, et si ça fonctionne quand même, c'est à mon sens parce que From Software a apporté un soin tout particulier au level design, et ce, à toutes les échelles de sa conception.
Vous le savez, le symbole de Dark Souls, ce sont les fameux feux de camp. Ils parsèment tout le jeu et ont une importance capitale puisque ce sont les points de réapparition après une mort. Si on survole les choses, on pourrait donc les voir comme les équivalents des salles de sauvegarde habituelles des Metroidvania. Pourtant, il y a une différence assez fondamentale dans la façon qu'a Dark Souls d'implémenter ces points. En regardant bien la map de Symphony of the Night par exemple, on peut constater que les salles de sauvegarde, en rouge ici, sont en fait apposées au level design du reste du jeu. Elles sont bien souvent collées au début et à la fin d'une section linéaire, et ça fonctionne très bien comme ça. Mais dans Dark Souls, si quelques feux rentrent dans ce schéma-là, la plupart constituent en fait les points névralgiques qui relient tout le level design. Les feux ne sont pas construits autour des niveaux, ce sont les niveaux qui sont construits autour des feux. Après avoir décollé de la phase de tutoriel, on atterrit au premier feu qui se situe au sanctuaire de Lich-Feu. Ensuite, en allant jusqu'au village des morts-vivants, on trouve le second feu qui est un point de départ pour aller jusqu'au boss du coin. On se farcit quelques cadavres, on crapahute dans des escaliers en colimaçon, on ouvre des portes, on esquive des pièges et on se retrouve en haut du fort pour mettre sa raclée au taureau démon. There it is! Eat it! Oh, that felt so good! Mais ensuite, en continuant après le boss, on peut déployer une échelle qui fait que le second feu devient le point de départ pour une autre partie de l'aventure, et donc la paroisse des morts-vivants. Et après avoir soigneusement évité la laine d'un dragon, nous être battus contre un sanglier en armure et un maxi chevalier, on trouve un ascenseur qui nous ramène à notre premier feu de camp, celui de Lich-Feu. Et là, c'est un peu le mind blown. Avec seulement 2 feux de camp, le jeu développe toute sa première grosse partie, et s'il ne le fera pas toujours de façon aussi élégante, c'est un concept qu'on retrouvera plusieurs fois à base de raccourcis divers et de feux qui mènent à plusieurs endroits. C'est par exemple le cas avec celui près du forgeron qui lie la paroisse des morts-vivants à la forteresse de Seine et à la forêt de Noirsouche. Et du coup, cette exploration concentrique, elle nous permet vraiment de nous approprier les niveaux au fur et à mesure qu'on les relie entre eux, puisque ce sont les liens qui nous permettent de nous figurer comment le tout tient ensemble. Et peut-être plus que de battre un boss, trouver un raccourci qui fait le lien entre deux endroits qui nous paraissaient complètement éloignés procure un sentiment de satisfaction assez unique, puisqu'en plus de se faciliter la vie pour la suite, on a l'impression d'avoir soi-même créé un pont qui était pourtant toujours là. Mais cette approche locale du level design fonctionne aussi parce qu'elle prend place dans un monde cohérent et particulièrement bien agencé. Chaque zone de jeu a une identité qui lui est propre, même si globalement on est un peu au royaume de la déprime, tous les espaces qu'on traverse ont une teinte distinctive qui nous permet très facilement de faire la différence avec les autres et d'associer un nom à une couleur dans un coin de notre tête. Le bestiaire joue aussi un rôle important dans cette identification, puisque les bestioles qu'on trouve à un endroit seront esthétiquement reliées à celui-ci. Sur le plan architectural, là aussi, Dark Souls est un jeu très diversifié. Si chez les morts-vivants on évolue plutôt dans des couloirs et des salles un peu exiguës, en mode château moyenâgeux, dans le hameau du crépuscule, on doit arriver à se déplacer sur un immense échafaudage en bois tout en verticalité. Et dans la forêt de Noirsouche par exemple, on se retrouve dans un niveau beaucoup plus ouvert et à plat, avec seulement des arbres et du brouillard pour titiller notre sens de l'orientation. Chaque zone du jeu est construite différemment, et ça nous force à constamment remettre en cause notre appréhension de l'espace. Ensuite, historiquement, le Metroidvania est un genre 2D, et logiquement, plus il y a de zones de jeu, plus elles ont tendance à s'étaler sur ces deux axes X et Y. Maintenant, transposé en 3D, il y a un nouvel axe Z qui peut être exploité pour la construction du monde. Mais quand on prend par exemple un Metroid Prime, sorti en 2002, on constate que c'est pas si évident que ça, parce que si on regarde bien, là aussi le jeu s'étale concrètement sur 2 dimensions, et même s'il y a un peu de verticalité, en vérité on évolue quasiment tout le temps de manière horizontale, ou au mieux en escalier. Et surtout, n'y voyez pas un tacle à Metroid Prime, parce que c'était quand même déjà ouf d'avoir su transposer la recette en 3D à l'époque. Et Metroid Prime c'est grave cool, toi-même tu sais. Mais 8 ans après Prime, Dark Souls arrive à aller plus loin puisque son monde s'étale vraiment sur les 3 axes. Le cœur du jeu se trouve au sanctuaire de Lich-Feu, qui est la zone de départ de l'aventure, et de ce cœur partent toutes les artères qui vont ramifier les autres zones. Mais ces artères, elles partent en haut, en bas, sur les côtés, et c'est ce qui fait qu'on a un monde réellement construit en 3 dimensions. Et l'avantage, c'est qu'en jouant sur les hauteurs, les longueurs et les profondeurs, ça permet de casser complètement les distances, et donc de créer ces fameux raccourcis improbables dont je parlais tout à l'heure. Le monde est compact, dense, et pourtant, comme on en arpente chaque recoin, on arrive assez facilement à l'envisager, même grossièrement, dans toutes ses dimensions. Maintenant, la structure du level design, ça ne fait pas tout. Et je pense que ce qui permet de vraiment nous y retrouver sans carte, c'est aussi le gameplay. Toutes les pièces, ruelles ou espaces plus ou moins clos de Dark Souls ont profité d'un soin particulier qui fait que chaque mètre carré du monde a sa personnalité. Ça va d'abord être leur forme, leur décoration ou tous les petits objets qu'on va y trouver. Mais c'est aussi et surtout le placement des ennemis dans ces espaces qui nous permet de les assimiler pleinement. Les affrontements sont au cœur de l'expérience Dark Souls, il faut être prudent, apprendre les patterns des attaques ennemies pour ne pas se faire arracher la tronche en 3 coups, et jouer sur les timings et les placements pour arriver à faire des dégâts, comme avec le fameux backstab qui fait toujours plaisir.
L'art du combat se repose aussi sur la gestion des distances. Les enjeux d'une rencontre ne seront pas les mêmes dans un couloir que dans une arène un peu plus ouverte. Jouer avec la largeur est primordial, et il faut donc apprendre à trouver des positions qui nous sont favorables face aux bestioles, en les attirant, en les contournant, etc. Le jeu prend d'ailleurs un malin plaisir à s'amuser avec tout ça, en planquant des ennemis dans des points morts, derrière des murs ou au-dessus de nous pour toujours nous surprendre et nous rappeler à la prudence, quand il ne nous troll pas carrément à jouer à Street Fighter sur des poutres au-dessus du vide. L'implication que nous demande le jeu par son exigence, par sa tension constante, fait que nous associons naturellement des espaces à des situations de jeu, à une anecdote, à un combat que nous avons rencontré et re-rencontré au cours de nos périples. Les brigands planqués dans le village des morts-vivants, les petits salopios qui nous canardent à la sarbacane dans le hameau, les archers d'Anne Orlando, l'espèce de maxi scarabrute qui est juste sous le forgeron, Dark Souls est rempli de scènes purement vidéoludiques qui nous marquent au fer rouge. Et je ne parle même pas des boss puisqu'il me suffit de repenser à certains pour augmenter ma tension artérielle. Et tous ces moments sont autant de photos mentales qu'on accroche presque inconsciemment à cette carte grossière du monde qu'on s'est faite grâce au level design. Chacun de nos échecs nous force à repasser par les mêmes lieux et nous permet donc de dessiner plus précisément dans notre esprit les contours de l'espace de jeu. D'une certaine façon, le game design de Dark Souls nous apprend à construire ce qu'on appelle un palais mental, une méthode mémotechnique qui consiste à associer des éléments spécifiques à des lieux spécifiques pour s'en souvenir, et plus les éléments sont marquants, plus il est facile pour la mémoire de s'y attacher. Hidetaka Miyazaki avait d'ailleurs admis dans une interview que la construction du monde était ce qu'il préférait designer dans ses jeux, car pour lui, le sentiment d'accomplissement qu'il cherche à transmettre repose en grande partie sur cette map mentale. Bon, après, le fait de mourir 10 fois au même endroit, ça aide quand même pas mal à faire rentrer les infos. C'est vrai. Dark Souls n'est évidemment pas un jeu parfait. Après avoir battu Ornstein and Smough, le jeu nous permet de nous téléporter et perd donc cet aspect ultra imbriqué qu'on devait parcourir à pied. D'ailleurs, les Souls qui ont suivi reprendront cette idée, mais dans leur globalité. Dark Souls est volontairement mystérieux dans son lore et ses objectifs, mais ça peut nuire à sa lisibilité. L'exécution est parfois brouillonne, et même si ça participe un peu à appuyer cette sensation d'avancer dans l'inconnu quand on explore, ça peut être assez intimidant, voire déstabilisant quand on ne sait vraiment pas où aller. Mais qu'il ait pu s'approprier les codes du Metroidvania de la sorte, tout en designant son monde pour rendre toute carte inutile, ça reste une véritable prouesse en soi. Si l'exploration est une thématique qui a toujours fait partie du médium, Dark Souls en a proposé une nouvelle interprétation qui le rend toujours aussi pertinent à jouer aujourd'hui et très probablement encore demain. Bon, maintenant que ça c'est fait, on passe à la difficulté ?